Si vous nous rejoignez, on est ensemble au Quai des Savoirs de Toulouse ou en streaming pour cette 5e session de Futurapolis Planète. Alors, la culture est-elle la grande oubliée des confinements? Certains se sont habitués à vivre sans théâtre et sans concert, sans ciné et sans musée. Comment redonner une place à la culture en 2021? Après une crise sans précédent, la culture a dû chercher de nouveaux chemins. A-t-elle réussi à se réinventer, à tirer des leçons de cette période? Va-t-on vers un nouveau mode de consommation et une culture hors les murs? Pour en parler, merci de réserver un bel accueil à Chris Dercon. Il est président de la RMN Grand Palais. Laura Chobard, que vous avez vue sur la table précédente, est directrice générale de la Villette, et Annabelle Ténez, directrice des abattoirs musées FRAC Occitanie Toulouse. Les échanges seront forcément courtois par l'entremise de Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. La culture, la grande oubliée des confinements, c'est le sujet de cette table ronde, avec un plateau assez exceptionnel. Je commence les présentations un peu plus détaillées. On est avec Chris Dercon, voilà, qui est là, qui est vraiment la star du monde muséal européen, historien de l'art, commissaire d'exposition, actuellement président de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, après avoir été directeur de la Tate Moderne ou directeur artistique du MoMA PS1, qui est en fait le lieu d'exposition d'avant-garde vraiment de New York. Le Grand Palais RMN, c'est quoi? Je vous le rappelle, c'est 900 salariés, une sorte de conglomérat culturel sans collection particulière, mais qui accueille foires, défilés, expositions, édite des catalogues et des produits dérivés. C'est un établissement qui ferme aussi pendant 3 ans, de 2020 à 2023, et dont il faut aussi, pour Chris Dercon, piloter le chantier colossal, qui était parfois d'ailleurs contesté, de 466 millions d'euros. Bonjour Chris Dercon et merci d'être avec nous. Laura Chobard, vous venez de l'entendre sur les armes du futur. Elle est directrice générale de l'établissement public du parc de la Villette. Parcours étonnant, Laura, parce que vous avez une formation d'ingénieur de l'armement et que vous avez œuvré au cabinet de la ministre de la Défense, Florence Parly, ministère dans lequel vous avez contribué à la création de l'Agence de l'innovation de défense. Il va être question d'innovation dans cette table ronde, ainsi que d'un fonds de capital risque dédié aux PME de défense. Vous êtes passionné par les questions d'innovation et de transformation numérique. Et la Villette, c'est quoi? C'est 55 hectares quand même. C'est un lieu de spectacle vivant pluridisciplinaire. Théâtre et danse dans la Grande Halle, par exemple, concert au Zénith, au Cabaret Sauvage, au Trabendo ou en plein air, nouveau cirque sous les chapiteaux, magie nouvelle, cinéma de plein air et aussi des grandes expositions, Toutankhamon, Team Lab ou Napoléon, coproduites d'ailleurs avec le Grand Palais. Donc vous travaillez ensemble. Vous y pilotez aussi, Laura Chobard, l'aménagement du parc en vue des JO de 2024. Et enfin, Annabelle Ténez, on dit souvent régionale de l'étape, mais c'est mieux que ça. Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine et directrice générale donc des abattoirs, le très beau musée FRAC Occitanie Toulouse, depuis 2016, qui abrite en ce moment 2 magnifiques expositions. J'y suis allé ce matin, je me suis perdu dans la salle Yayoi Kusama. Déconiaterie et la Dame à la licorne. Un petit mot sur ces 2 expositions. Il y en a une qui vient de Cluny, c'est la Dame à la licorne, et l'autre? Et l'autre qui s'appelle donc la déconiaterie, qui est un terme utilisé par le psychiatre catalan François Tosquelles et qui est une exposition au croisement de beaucoup d'histoires et d'expositions. Histoire de l'exil, de la guerre espagnole, de la guerre civile espagnole, de la Seconde Guerre mondiale, histoire des débuts de l'art brut,
histoire de la médecine et aussi histoire du post-colonialisme, puisque nous racontons l'histoire d'un hôpital de Lozère, au milieu de nulle part, où s'est créée la psychiatrie de secteur, qui est le lieu où s'était réfugié Éluard pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir écrit le poème Liberté, le lieu où également Jean Dubuffet venait acquérir des œuvres de patients d'art brut, et également le lieu où Frantz Fanon a fait un internat de médecine. Donc c'est un croisement d'histoire que l'on retrouve, avec également des artistes contemporains qui les racontent. Et La Dame à la licorne, une œuvre totalement contemporaine, chef-d'œuvre du Moyen-Âge, que nous présentons dans un projet global, aussi bien un projet avec énormément de programmation culturelle qui traite de la question d'un Moyen-Âge émancipateur, ce que nous dit le Moyen-Âge sur aujourd'hui, oui. Et qu'est-ce que c'est l'intemporalité des chefs-d'œuvre. Alors que le Moyen-Âge a été souvent vu comme une période d'obscurantisme, finalement maintenant la tendance veut qu'on le redécouvre. Vous l'avez vu, Chris Dercon, cette exposition, deux expositions. C'est même lui qui m'a encouragé à y aller. Vous voyez, deux expositions absolument exceptionnelles, parce qu'on vient d'en parler. Moi, j'ai une approche de l'art brut complètement différente que cette exposition propose. Il faut savoir combiner les deux, donc du côté de psychiatrie et du côté, disons, vaguement artistique, parce que dans l'art brut, il y a plein d'autres éléments qui jouent. Mais cette exposition, c'est absolument une nécessité, c'est une vraie contribution. Et donc, j'étais très content d'être y aller, parce que je viens souvent, tu sais, ici à Toulouse, aux abattoirs. Nous, la réunion de musées nationaux, le Grand Palais, on est tout à fait content parce qu'on est présent ici à plusieurs lieux. Il y a l'exposition Les Arts de l'Islam dans donc le fameux musée qui est incroyable quand même, le musée des arts précieux Paul Dupuis, dans un quartier que j'adore à Toulouse. Et c'est une exposition qui fait partie d'un marathon d'expositions, 18 expositions dans 18 villes en France. C'est une initiative de Matignon. Et ce qui est extraordinaire dans cette exposition, c'est les objets qui viennent de Toulouse, qui sont dans les collections à Toulouse. Et là, on voit une chasuble de Saint-Exupéry, donc qui vient dans la collection de Basilique de Saint-Sernin. Étonnante. Ouais. Il y a d'autres objets aussi. Et puis, de nouveau, il y a une œuvre de Frac, Les Abattoirs, une œuvre d'une artiste tunisienne, Consentini, que vous avez acheté il y a une année, parce que dans chaque exposition, il y a 10 objets précieux qui viennent du Louvre, mais aussi des collections régionaux, et une œuvre contemporaine. Et puis, on travaille avec le musée de Cluny sur une exposition qui s'ouvre le 18 octobre à Paris, et c'est l'histoire de Toulouse, l'âge d'or entre la guerre et la peste, l'histoire de Toulouse du XIVe siècle, une exposition qui va sans doute venir aussi dès que le musée Saint-Augustin est prêt. Et puis, troisième annonce, de nouveau Toulouse, c'est quand même incroyable, non? Le 7, 8, 9, 10 février, on reçoit dans le Grand Palais éphémère, parce que ça tu as oublié, on a aussi le Grand Palais éphémère. Comment l'oublier? On reçoit l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse. Ouais. C'est un des 25 écoles qu'on a invité de travailler avec nous 4 jours à Paris, dans le cadre de la présidence de la France de l'Union européenne, pour réimaginer l'Europe. Et eux travaillent avec la Casa Encendida de Fondation Monte Madrid. Et donc, c'est les écoles qui ont choisi des partenaires. Et je suis tout content. Donc, c'est Paris à Toulouse et Toulouse surtout à Paris. Donc, ça circule, ça coopère. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Parler de ce confinement qui a quand même tout fermé pendant tant d'années, notamment plusieurs... c'est presque 2 ans, au fond. Est-ce que vous diriez que pendant ce confinement, en fermant les musées purement et simplement, sans essayer de trouver les moyens de les faire vivre autrement, par exemple avec les scolaires, on aurait pu imaginer plein de choses, est-ce qu'on a laissé tomber le secteur des musées pendant presque 2 ans? Qui veut commencer? Ma réponse est simple, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Je pense que la France, ensemble avec l'Allemagne, c'est 2 pays qui ont vraiment soutenu la culture, les musées, l'opéra, le théâtre. Financièrement. Ah oui, soutenu financièrement, mais de façon très généreuse, et c'était nécessaire. Oui, mais est-ce que c'était uniquement un problème d'argent? Est-ce qu'on aurait pu aussi imaginer, par exemple, d'ouvrir les musées, de faire en sorte, je disais, les scolaires quand même qui avaient classe, est-ce qu'on n'aurait pas pu quand même être un peu plus créatif pour faire en sorte que ces collections reçoivent quand même un public d'une façon ou d'une autre? Alors, pour répondre à ça, il y a aussi beaucoup d'initiatives de pas mal de mes collègues ou encore
aussi de l'équipe d'abattoir. Il faut savoir que par rapport aux scolaires, on nous dit souvent, mais les scolaires n'ont pas pu venir. Il faut savoir que nos groupes de médiateurs, de leur initiative, de leur proposition, sont allés, eux, faire des médiations dans les établissements scolaires pendant, alors pas le premier confinement, où on a tous été un peu pris de court d'organisation, mais ce n'est pas forcément un programme qui a été très spectaculaire parce que et c'était une nouvelle forme de médiation qu'on appelait nous un peu la médiation à vélo, c'est-à-dire que les médiateurs partaient à vélo avec un certain nombre d'éléments et avec l'idée aussi qu'ils laissaient à chacun des élèves de cette classe un petit mot et un billet pour leurs parents pour venir ensuite au musée et découvrir ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient travaillé dans les classes. Donc il y a eu aussi des initiatives comme ça qui étaient des initiatives peut-être plus ponctuelles, moins spectaculaires. On est aussi beaucoup de structures qui avons soit des sculptures ou des installations dans les cours, dans les parcs. Il y a eu aussi ces initiatives-là. Par exemple, nous avions ouvert les cours, nous avons une vingtaine d'œuvres dans les cours, nous en avions installé quelques-unes d'autres. Donc je pense qu'il y a eu aussi pas mal de réactions de terrain qui n'ont pas été forcément très relayées, beaucoup moins, même si nous l'avons fait également, on est plusieurs musées à avoir travaillé par exemple avec le don du sang. Nous l'avons fait aux abattoirs, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait, Orléans, Strasbourg, à l'avoir fait. Donc il y a eu... Mais ça, c'était votre initiative. C'était à votre initiative. Donc, pas d'abandon pour vous non plus. Alors, c'est important. C'est-à-dire que je pense que dans la question de l'abandon, comme on dit, je pense que c'est plutôt un lien réciproque. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas abandonné et c'est aussi à nous d'aller vers les usagers habituels des musées pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés de nous non plus. Je pense que le mouvement n'est pas uniquement actif-passif. Laura Chobard à la Villette, pas d'abandon non plus. Non, je rejoins Chris. Il n'y a pas eu d'abandon de l'État des structures culturelles. Il y a eu de nombreux dispositifs d'aide. Alors, vous avez raison, essentiellement financières, mais qui font que quand on dialogue avec nos interlocuteurs à l'étranger aujourd'hui, les institutions culturelles françaises ressortent en capacité de produire, de programmer, là où d'autres institutions ont tout simplement dû licencier, dû annuler et sont en Europe à terre aussi, pour oui, chez les Anglais. Chez les Anglais, ils sortent beaucoup plus blessés, meurtris de cette crise que les institutions françaises. Si on peut parler d'un sentiment d'abandon, je pense que c'est pas dans les actes, mais dans les mots. Et je pense qu'il y a eu vraiment ce moment malheureux de qualification des activités qui n'étaient juste pas autorisées comme non essentielles. Ça a fait beaucoup de mal au milieu culturel parce que et je pense aux Français, parce que ça renvoyait l'image qu'à partir du moment où on pouvait s'acheter, aller à Auchan, regarder BFM TV, acheter son paquet de cigarettes et des médicaments, finalement tout le reste n'était pas, l'essentiel était assuré. Et c'est là qu'il y a eu quand même, je pense, ce moment d'incompréhension entre le monde culturel et je pense la majorité des Français qui continuent à avoir des pratiques culturelles, même si les musées et les théâtres étaient fermés. Oui. Je donne quand même quelques chiffres. Plus d'un Français sur deux, en fait, c'est une étude qui a été commandée par le gouvernement, plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un lieu culturel depuis juillet, alors qu'ils étaient 88% à le faire avant la pandémie. Près d'un tiers assure, donc des gens qui ont été sondés, un tiers assure qu'ils fréquenteront désormais moins les lieux culturels. Sur le cinéma, c'est 51% des personnes qui allaient au cinéma au moins une fois par an. Une fois par an, on n'est pas une fois par mois. Donc 51% de ces gens-là seulement sont retournés en salle. Plus d'un tiers des familiers des musées, 40% ont repris le chemin des expositions. Mais ceux des monuments historiques, par exemple, c'est 45%. Il y a quand même un difficile retour à la normale. Si on essaie de se projeter, comment, Chris Dercon, allez-vous faire pour faire en sorte que les gens aient envie de retourner dans les musées ? D'abord, il faut dire aussi que c'est un rapport du ministère de la Culture qui date de septembre. Donc, les activités culturelles, par exemple, la FIAC, Paris Photo, ont commencé en octobre, novembre. Il y avait beaucoup de monde, d'ailleurs. Georgia O'Keeffe, qui a une exposition sensationnelle dans le sens que c'est vraiment une exposition événement. Il y a plusieurs milliers de personnes par jour. Eh bien, il faut faire attention avec ce genre de chiffres, parce que moi, je suis sûr qu'on va encore, disons, en février, mars, on va encore
citer tous ces chiffres. Donc, moi, j'ai fait la sociologie, donc je sais comment ça fonctionne. Deuxième chose, c'est qu'il faut faire une différence entre, disons, les musées et les théâtres et l'opéra. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne va plus voir un musée. On va visiter un musée parce qu'il faut prendre une décision. Il faut réserver une place. Et réserver une place dans un musée, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut être remboursé beaucoup plus facilement que dans le théâtre ou dans le cinéma. Et donc, c'est aussi une question de prendre une décision. Et c'est quoi la différence, voir et visiter un musée? Voir et visiter, c'est que, par exemple, on décide, je passe devant le Louvre et je décide d'aller voir la collection. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu plus difficile parce qu'il faut réserver une place. Il faut quand même, il faut prendre une décision. Et ça, c'est psychologique. En plus, aujourd'hui, on aime bien prendre ces décisions pas 1, 2, 3 semaines avant. On aimerait bien décider, disons, le samedi, si on va voir un spectacle ou un cinéma le dimanche. Et troisième chose, c'est que les gens, de plus en plus, ils exigent du confort. Qu'est-ce que ça veut dire du confort? C'est donc, oui, on doit faire la ligne pour aller dans une exposition du O'Keeffe, mais on demande que tout est bien organisé et qu'on a de la place dans une exposition, qu'on a de la place dans le cinéma. Et je dois avouer que je ne me sens pas très bien dans le cinéma à Paris parce qu'on est dans une petite salle. Moi, je vais voir des films qui ne sont pas du tout populaires, donc je me retrouve dans de petites salles pour voir le cinéma indépendant. Et là, je suis quand même un peu coincé. Moi, j'exige tout d'un coup du confort. Mais à cause de quoi? À cause du Covid? À cause de la peur de la maladie? Oui, mais du confort aussi parce que tout d'un coup, on a l'habitude de voir des expositions, de voir quoi que ce soit, de façon plus confortable. Il n'y a plus tous ces gens qui sont comme dans un aquarium. Et donc, une deuxième chose, à cause de cette façon qu'on est obligé de prendre une décision, je suis sûr que la visite des abattoirs, le centre Pompidou de la Villette ou bien du Grand Palais, ça va être complètement différent dans le sens que les gens vont exiger de longue durée. Ils vont plus aller visiter un lieu pour faire une exposition, mais rester sur place, profiter de la librairie, profiter de la bibliothèque, profiter des bars, profiter des restaurants. Donc il y a deux aspects, c'est la longue durée qui va être important pour nous, donc c'est imaginer une programmation différente, et c'est aussi l'idée du confort. Et là, c'est une question d'architecture, c'est une question de scénographie, c'est une question de programmation, c'est une question de synergie, de transversalité, de café, oui, tout à fait. Et on le voit déjà dans l'architecture des nouveaux musées. Alors ça, c'est intéressant parce que, et je vais vous laisser répondre, Laura et Annabelle, parce qu'on a communiqué à l'époque pendant la pandémie sur, et c'est vrai, hein, il y a eu des efforts sur le numérique. En fait, tous les musées se sont mis à proposer des choses sur le numérique. Tout le monde s'est mis à se numériser. Et ce que vous dites, Chris Dercon, c'est qu'on a besoin plus de lieux de vie réels pour se retrouver. Alors, quel est le futur? Est-ce que c'est la dématérialisation et le numérique ou est-ce que c'est le lieu de vie? Parce que ça peut apparaître comme contradictoire. Juste pour dire, on a quand même fait l'expérience que aller dans un musée, c'est aussi une rencontre physique. Alors, je vais faire une distinction sur la question du rendez-vous, parce qu'aux abattoirs, on peut encore faire le choix de passer devant et de s'arrêter et de rentrer sans avoir réservé. Je le dis parce que c'est un débat qu'on a sur ces questions de réservation. On va plutôt aller, nous, sur un système mixte, c'est-à-dire pouvoir faire les deux. Mais actuellement, on fait, à la différence de beaucoup de musées parisiens, on peut passer et décider de rentrer. Et c'est sûr que et je vais rebondir aussi sur cette question du confort. Je pense que c'est une question de temps long, parce que ça fait déjà, je pense, quelques années qu'on a cette question du confort et du lieu de vie. Et ça me permet de rebondir sur le numérique, parce que cette question du confort, du lieu de vie, de l'expérience, c'est une question de prolongation de l'expérience artistique et de l'expérience du musée. Donc, je pense qu'elles ne sont pas contradictoires, parce que je pense que c'est à peu près la même personne qui va venir au musée, vouloir rester, prendre un livre, et peut-être 2 jours plus tard, regarder du contenu numérique lié à l'exposition, parce qu'il aura envie de découvrir un autre aspect du projet. C'est-à-dire que
on a quand même dans les gens qui regardent les projets numériques aussi bien des gens qui font des activités différentes, c'est-à-dire des ateliers individuels, mais aussi des gens qui ont aimé une exposition et qui sont contents de la revisiter en ligne par une visite en ligne, ou alors d'écouter... C'est deux temps d'une expérience muséale, quoi, en fait. Exactement. Un temps réel et un temps virtuel. Et qui sont de temps réel aussi, parce qu'ils n'apportent pas la même chose. Ils n'apportent pas la même chose. Je pense que c'est ça la distinction. Ils n'apportent pas la même chose. Ils apportent aussi un public qui est très éloigné du musée, c'est-à-dire qu'un public géographiquement très éloigné de Toulouse, va parfois avoir accès grâce au numérique à notre contenu, alors ça n'aurait pas été ce que nous lui aurions proposé il y a 5 ans. Donc il y a cet élargissement géographique qui, je pense, est important, mais c'est vrai que cette question du numérique et de l'expérience, mais aussi quand on dit une partie du public ne reviendra pas ou risque de ne pas revenir, donc ça c'est un enjeu, mais je pense que l'enjeu plus long, c'est aussi, alors que nous faisons on va dire de la prospection pour faire venir un public plus large, c'est aussi un temps que nous n'avons pas passé à faire venir des classes d'âge d'école qui il y a une classe d'âge, sûrement, sur une année, qui ne sera pas venue au musée ou dans une structure culturelle. Ça, c'est comment on rattrape ça, qui est important aussi. Juste entendre Laura, parce que vous qui êtes une experte en fait des questions de défense et d'innovation et de numérique, et c'est vrai que la Villette est notamment célèbre par ses microfolies, qui ont été un des premiers laboratoires numériques muséaux. Oui, c'est un projet culturel que nous déployons sur l'ensemble du territoire. Il y en a plus de 170 ouvertes à l'heure où on se parle. Et au cœur de ce projet culturel, il y a un musée numérique. Donc, il pose la question de est-ce que quand je suis devant une œuvre en numérique, je rencontre complètement cette œuvre. Les microfolies, peut-être faut expliquer pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir. Oui, alors tout simplement, donc, la microfolie, c'est un petit lieu culturel inspiré des folies, des petits bâtiments rouges, si vous êtes déjà venu à la Villette, qui parsème le parc de la Villette, conçu par Bernard Tchoumi. Et c'est un lieu culturel modulable avec donc un musée numérique qui rassemble d'ailleurs les œuvres de multiples partenaires et des plus grandes institutions muséales, mais aussi du spectacle vivant française et européenne. Et puis un Fab Lab pour permettre de passer de l'admiration des œuvres finalement à la créativité, avec de la broderie numérique, avec aussi des activités manuelles plus rustiques sans impression 3D. Et puis pour les communes qui veulent s'en emparer, qui ont la possibilité d'avoir une petite salle de spectacle vivant, nous proposons aussi des contenus sous forme de micro-festival de spectacles vivants qui se déplacent dans le réseau. Non, le spectacle vivant, c'est une unité de temps et de lieu. Voilà, donc on a réfléchi effectivement à cette question. Est-ce que le contenu numérique d'un musée peut remplacer le musée? À quoi il peut servir s'il ne le remplace pas? Donc clairement, je pense que les expérimentations qui ont été faites par toutes les institutions culturelles pendant les confinements montrent que mettre du contenu en ligne, d'abord, ne suffit pas à le rendre accessible, et notamment à des publics qui ont besoin d'être initiés, qui ont besoin d'une véritable médiation. Et ensuite, que le contenu en ligne, il fait appel au mieux à 2 de nos 5 sens. L'ouïe et la vision, alors qu'une expérience collective d'un concert ou même d'un musée, c'est une expérience sensorielle complète et collective. Il faut faire quand même bien faire la différence entre dont Annabelle parle, visiter des expositions online, et puis microfolie, et puis les soi-disant expositions immersives. Ah oui, non, je ne parlais pas d'expositions immersives. Là, vous parlez de l'atelier des Lumières, non? Et là, j'ai des très mauvaises nouvelles. C'est que les statistiques, et cette fois-ci des statistiques qui vont plus loin que les statistiques que tu as citées. C'est celle du ministère, moi. Les statistiques nous disent que les gens, s'ils ont le choix entre une exposition numérique immersive de Picasso et une exposition avec les mêmes œuvres qui ont été digitalisées, ils vont choisir l'exposition immersive et ils n'ont pas besoin
d'aller voir ou de combiner avec cette exposition temps réel. Attendez, pour Mais ça que je sois rejoint le sûr musée d'avoir bien numérique. compris, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, selon vos statistiques, C'est pas préfèrent... nos statistiques, c'est les statistiques des musées qui sont Voilà. très concernés par ce genre de Selon choses. ces Et en statistiques. plus, il y a encore autre chose, c'est que moi, j'ai pas mal de gens qui me demandent, dès qu'ils voient donc ces expositions immersives, qui viennent me demander, mais Monsieur Dercon, est-ce que c'est vrai que Van Gogh a fait des tableaux de 5 sur 7 mètres avec de la musique sonore qui ressemble en fait la musique des dolphins? Je dis non, Van Gogh, le pauvre, il a fait des tableaux de 70 cm sur 90 cm. Voilà, donc il y a quand même un énorme danger de ces expositions immersives qui n'a rien à voir avec Microfolie, que je vois comme une combination de théâtre, cinéma expérimental, Télérama, Arte, voilà. Et puis je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que donc, nous ne sommes pas partis du principe que voir entrer dans le musée numérique remplacer l'expérience du musée ou du théâtre ou du concert, mais que ça pouvait être une porte d'entrée et ça rejoint la facilité peut-être qu'a le public, ou en tout cas la moindre appréhension qu'a le public à aller voir une exposition, on projette du Picasso sur des murs plutôt que d'aller voir des tableaux de Picasso. C'est la question de la barrière à l'entrée pour des raisons très culturelles. Et ce musée numérique, c'est vraiment un outil pour aller vers les institutions culturelles et les œuvres en Mais c'est préparant souvent ce sa qu'on visite. dit. C'est ce que dit Netflix aussi sur le cinéma, c'est-à-dire que voir finalement des grands auteurs qui travaillent pour Netflix, au fond, ça donne envie d'aller partager une expérience collective au cinéma, et en fait, c'est pas vrai. Ben là, c'est très concret, pas vrai pardon, du tout. mais ça dépend de la manière dont on s'en sert. Je vous taquine un peu. Non, mais ça Laura, dépend de la manière dont on s'en sert. Donc, c'est un outil pour les enseignants pour préparer une visite à Versailles, préparer une visite au musée d'Orsay. Microfolie, mais pas ces expositions immersives Non, bien sûr, qui sont, en fait, c'est que de divertissement, c'est du spectacle. Alors, on avance un petit peu. Chris Dercon, mais la question s'adresse à vous trois. Vous dites souvent, la nature d'une institution culturelle, c'est la disruption. Terme hautement macronien. Je crois à une culture dilatée, dites-vous encore. Est-ce que justement, cette pandémie et l'irruption encore plus massive de la digitalisation du numérique dans nos vies, de tous les jours pendant le confinement, n'a pas été aussi le moment rêvé, sauf qu'il était réel, pour repenser le musée et justement l'accession à la culture telle qu'on la connaît? Est-ce que ça n'a pas été une forme de laboratoire? Et dans ce cas-là, on irait vers quoi? Je voudrais savoir quelle est, à vous trois, votre conception du musée de demain, ou de la culture, ou de la façon de faire partager la culture de demain. Et je vous cite encore Chris Dercon. Il faut toujours se poser la question, dites-vous, mais qu'est-ce qu'on fait ici, ensemble, dans cette salle de théâtre, dans cette salle de cinéma, ou dans cette salle de musée? Qu'est-ce qu'on y fait? Voilà. À vous de répondre à cette question. J'ai déjà répondu dans la citation. Enfin, en partie. Peut-être Annabelle. Je pense que l'un des enjeux, je trouve que c'est la dernière remarque que vous avez citée, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'institution? C'est clairement la question la plus importante et surtout, qu'est-ce qu'on y fait tous ensemble? C'est-à-dire que ça fait longtemps, je pense qu'aucun d'entre nous ne croit qu'on travaille seul, nous, équipe, dans les institutions pour le public. On y travaille avec le public et le public y est actif. Je pense que c'est aussi y parler de choses qui importent dans la société, qui importent dans le quotidien, ne pas avoir peur de parler des sentiments, de l'histoire, des sujets qui fâchent, et de ne pas avoir peur d'aller sur un spectre très large de sensations. Du rire aux larmes, c'est aussi... sujets qui fâchent, c'est-à-dire, par exemple, parler des sujets d'actualité, même dans un musée comme les Abattoirs ou au Grand Palais, de la... On parle toujours d'actualité d'une manière ou d'une autre. Je vais reciter l'exposition qu'on a fait sur la déconiatrie, donc Art, Exil et Psychiatrie. On l'a programmée avant la pandémie. Il s'avère qu'aujourd'hui, lorsqu'on re-regarde ce personnage de Tosquiès qui parlait de comment on soigne les institutions pour pouvoir soigner les malades, comment est-ce qu'il parlait aussi du soin qu'on devait donner aux infirmiers psychiatriques pour qu'eux-mêmes puissent bien s'occuper des pensionnaires, et de qu'est-ce que c'est que la barrière entre être enfermé et pouvoir sortir et vivre ça. C'était très étonnant qu'aujourd'hui, c'est reçu très différemment parce que le public est là aussi, parce qu'aujourd'hui, on a plus ou moins tous un peu l'enjeu de savoir ce que c'est qu'être enfermé. Et d'être un peu fou.
Je pense qu'on pourrait tous dire qu'on est un peu fou, mais ça, c'est quelque chose de... ça, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que c'est une exposition, on n'a jamais vu autant de soignants, de psychiatres, d'infirmiers venir. Donc ça, c'est donc se reconnecter davantage aux grandes problématiques du temps immédiat. Vous êtes d'accord Et temps long. Et temps long. Quand vous faites tout en Camon, par exemple. Alors, non, j'allais plutôt parler du spectacle vivant parce que, d'abord, c'est l'ADN premier de la Villette. Et puis, je crois que ces confinements successifs ont réaffirmé l'unité de temps et de lieu du spectacle vivant qui est important. C'est une expérience collective qui se vit à l'instant et tous ensemble au même endroit, et que ça crée des choses très différentes que de regarder même tous ensemble au même moment, enfin même chacun devant son écran au même moment, la captation d'un spectacle. D'abord parce qu'on ne peut pas aller boire une bière après, c'est aussi important. Ou chez soi, quoi. C'est moins, ou chez moins soi, drôle. chacun devant son écran, donc c'était triste à mourir. Non, mais ça, je pense qu'on est ressorti de toutes ces expérimentations, et nous aussi, nous sommes allés apporter les spectacles dans les écoles, à vélo, cargo, et ça a créé des expérimentations intéressantes, mais finalement, on en revient en se disant que amener la classe au théâtre, c'est encore plus intéressant. Participer à une expérience collective où ils ne sont pas tout seuls, où ils se fondent un groupe, un collectif qui inclut les artistes, un moment, une vibration dans la salle. On n'a pas trouvé, en tout cas aujourd'hui, la technologie ne permet pas de recréer ça, et je pense que c'est essentiel. Dans l'expérience, quoi, voilà, presque physique du musée. Chris. Il faut, je pense, plutôt se demander, mais quel type d'infrastructure culturelle dont on a besoin pour l'avenir. Et là, il faut revenir en arrière. Si le théâtre, dans les époques anciennes, était le lieu, l'endroit de le rituel social à l'époque, et puis l'église et les cathédrales, et puis donc comme institution moderne, industrielle, le musée, c'est une invention de la modernité industrielle. Il faut maintenant se demander, mais c'est quoi la prochaine étape? Là, on a parlé du confort, on a parlé de longue durée, on a parlé de participation collective, on a parlé d'un effet, donc de se retrouver avec des thèmes actuels, de faire avec le public, pas contre le public. Là, il faut aussi se poser la question, c'est quoi notre public? Parce que là, c'est quand même le drame qui se joue à Paris pour le moment avec le Louvre, Versailles, mais aussi à Londres. C'est que là, notre modèle économique est orienté vers 80% des touristes asiatiques, américains, belges, quoi que ce soit. Tout d'un coup, ils ne viennent plus. Ils vont revenir, mais pas en 23, ni en 24, sans doute en 25. Mais là, la question qui se pose, c'est que qu'est-ce que je peux faire, ou bien comment je peux redevenir un acteur local? Parce qu'on a quand même un outil qui est fantastique. C'est les collections, les programmateurs, les conservateurs. Et tout d'un coup, toutes ces questions que nous, idéalistes, naïfs comme on est, on s'est posé dans des conférences à Berlin et à Londres et quoi que ce soit, pendant la pandémie, les magazines, Connaissance d'art, Beaux-Arts Magazine, mais aussi vous avez repris ces questions qu'on avait posées à nous, et tout d'un coup, il y a une urgence. Maintenant, il faut faire attention. Il ne faut pas perdre l'énergie, parce que je vois déjà que ces questions ont été posées, que même dans les grands musées, mais aussi dans les petites villes, et disons dans le territoire et dans les capitales en Europe, on était d'accord de poser ces questions, trouver une solution. Il ne faut pas perdre l'énergie. Là, on a besoin d'un ministère de la Culture, pas un mystère de la culture. Ah oui, parce que Chris Dercon appelle ça le mystère de la culture. Oui, mais c'est tout à fait normal. En arrivant à Paris, parce que mais je suis arrivé, je suis un pauvre Belge, je suis arrivé en 2019, et depuis 2019, j'ai fait connaissance à 3 ministres de la Culture et 3 administrations. C'est pour ça que j'appelle ça le mystère de la culture. Voilà, c'est tout simple. Mais pas perdre d'énergie. Moi, je suis quelqu'un de pratique. Oui. Voilà. Mais on a besoin du ministère, du ministère et non du ministère. Pourquoi alors? On a besoin de ministère, on a besoin de ministère de la culture, parce que, par exemple, pour imaginer certaines actions culturelles, comme est-ce qu'on veut ou pas, moi je suis contre, est-ce qu'on veut ou pas gagner de l'argent
avec des NFT à la base de nos collections publiques? Alors, les ça, c'est une NFT, question. il faut Là, expliquer, on a besoin d'un arbitre. On n'a pas besoin de Boston Consultancy et Berger Berger. On a besoin du ministère de la Culture de poser ces questions, de trouver une solution et de nous guider. C'est absolument important qu'il y ait un ministère, et pas un mystère, un ministère de la Culture. Le ministère de la Culture doit aussi nous guider en disant il y a de plus en plus des artistes dans l'abattoir, dans la Villette, Grand Palais, Louvre, qui sont plus des artistes qui appartiennent à un seul domaine, ce sont des artistes qui travaillent entre les domaines. Là, on a besoin du ministère de la Culture qui nous aide à réfléchir. C'est de la politique, en fait, une politique culturelle. Oui, c'est la politique culturelle. Bravo. Sur les NFT, je précise, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces derniers mois, donc les non-fungible tokens, donc des œuvres numériques immatérielles qui excitent tout le monde en ce moment, qui sont vendues aux enchères. Ça ne m'excite pas du tout. Ouais. Pourquoi ça m'excite pas? Tout le monde sauf Chris Dercon. Mais non. Et moi d'ailleurs, je suis pas très excité. Non, vous êtes tous excités parce que moi, vous avez le droit de devenir aussi un peu plus riche. Évidemment, moi je ne suis pas contre, parce que c'est une question d'argent, ça n'a rien à voir avec la culture. J'ai encore la discussion hier à Anvers en parlant de la mode avec des gens de Gucci, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un sac de Gucci qui a coûté 30 000 € en NFT? Ça veut dire exclusivity et propriété. Bien, oui, ça compte seulement si vous êtes capable de revendre ce truc. Donc c'est un peu une sorte de jeu infantile avec des cartes de joueurs de football pour des adultes et des gens qui ont de l'argent et qui rêvent de faire plus de l'argent sans travailler. Voilà, ça sont les NFT. En plus, il ne faut pas déconnecter les NFT du blockchain. Le blockchain, c'est émission CO2 incroyable et en plus, où est-ce que le blockchain se joue? En Albanie, en Croatie et aussi en Moldave. Là, donc, ils consomment l'électricité. Donc, vous tous avec vos NFT, excusez-moi, il faut réfléchir. Bravo, c'est bien. Au moins, c'est clair, ça a le mérite d'être clair. Vous êtes d'accord? On a besoin, donc plus, il manque une politique culturelle finalement. On aurait besoin que le ministère joue le rôle d'un guide, dit Chris Dercon, dans le musée de demain, pour le définir. Alors moi, je vais donner un autre chiffre. Je réponds à la question indirectement. Je vais donner un autre chiffre, qui est le chiffre de la fréquentation des abattoirs en 2019. En fait, en 2019, les abattoirs, c'est 200 000 personnes qui viennent aux abattoirs. Et c'est 200 000 personnes qui voient les expositions des abattoirs hors des abattoirs. Je dis ça parce que on est un musée et un FRAC, donc un musée et un fonds régional d'art contemporain, ce qui signifie que notre relation au public, elle est une relation au public d'aller-retour. C'est-à-dire, il faut qu'on essaie de faire venir un maximum de personnes avec nous dans les abattoirs, mais nous-mêmes, on va dans un ensemble de lieux et surtout, principalement, on essaie d'aller dans les lieux non artistiques. On fait des expositions dans une trentaine d'établissements scolaires par an, avec les professeurs, avec des originaux. Donc on est très loin du NFT, on sont des originaux. On fait tous les étés une péniche œuvre d'art avec une création originale qui va sur le canal du Midi en partenariat avec un festival et ça se transforme en salle de spectacle qui vogue sur l'eau. L'année dernière, on a fait notre exposition dans la plus petite ville dans laquelle on n'a jamais exposé. Il y avait 20 habitants. C'est la seule fois où on est passé à 100 personnes pour le vernissage. On a quintuplé une population. Je dis ça parce qu'on parle de la question du ministère, on parle de la question des grandes institutions nationales. La majorité de mes collègues conservateurs travaillent dans des petites villes, travaillent dans des collectivités et ont énormément d'initiatives. Donc je dis ça aussi parce que cette question, je pense qu'elle est pour moi vraiment, c'est la première fois que, en fait, d'une certaine manière, j'ai eu dans mon panier de mariée, d'une certaine manière, avec un musée, un FRAC. Pour moi, ça a vraiment fondamentalement changé ma manière de travailler. Et donc le musée de demain est un musée hors les murs aussi hors les murs que dans ces murs. En fait, le musée de demain, son espace, c'est partout. Laura Chobard, La Villette. Oui,
moi, je n'irai pas jusqu'à dire que la France a besoin d'une politique culturelle. Je pense qu'elle en a une, qu'elle mérite néanmoins peut-être d'être actualisée parce que... Alors oui, laquelle on me dit dans le public? Ben, ce qui préside, c'est les orientations qui datent de Malraux, voire qui ont été repassées par Jack Lang derrière. C'est la démocratisation culturelle d'un certain nombre de disciplines bien identifiées comme étant les disciplines artistiques à privilégier, qui n'est plus tellement en phase avec les pratiques culturelles, qui a du mal à intégrer des pratiques culturelles nouvelles que peuvent être la consommation de films sur les plateformes, que peuvent être les jeux vidéo, que peuvent être, je ne sais pas, le cosplay ou d'autres pratiques culturelles, et qui, depuis 50 ans, se désolent parce que les chiffres de ces disciplines artistiques fléchées comme étant à démocratiser baissent, les chiffres de fréquentation de ces disciplines. Donc quelles disciplines Eh bien, l'opéra, oui. le théâtre, mais au sens le plus académique. Oui, le public est très âgé et de moins en moins nombreux. Et surtout, socialement, représente une fraction de plus en plus étroite. Mais pour autant, les conclusions qui en sont tirées qu'il y aurait une baisse des pratiques culturelles, moi, je n'y crois pas. Alors comment on fait pour aller vers cette réserve de public qui ne serait pas justement ce public aisé, vieillissant, de moins en moins nombreux, pour justement aller chercher d'autres publics aujourd'hui, voilà, en 2025, en 2030, qu'est-ce que c'est la bonne idée pour aller chercher ces publics qui ne vont pas pour l'instant dans les musées ou dans les lieux de spectacle vivant, comment on les attire? Alors, si j'avais la solution, je me présenterais comme ministre Non, de mais là, on la culture. réfléchit tous ensemble, on est entre nous. Non, mais c'est une vraie question. D'abord, je pense qu'il faut élargir la base de ce qu'on observe. C'est-à-dire que ne pas observer qu'une petite partie des pratiques culturelles. Quand on dit la culture a fermé pendant le confinement, c'est pas vrai. Combien de gens autour de vous se sont mis à faire de la musique, à lire beaucoup plus intensément que dans d'autres périodes. Donc il faut élargir le spectre de l'observation à l'ensemble des pratiques culturelles, au-delà de la fréquentation d'ailleurs des musées et des théâtres. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a tout un spectre d'actions que nous mettons tous les trois en œuvre pour donner les clés de ces institutions culturelles, les clés de compréhension de ces institutions culturelles à des publics qui ont une certaine appréhension à en franchir les portes. C'est pas natif de comprendre l'opéra, mais ça, c'est vrai. C'est un message qu'on répète depuis des années, Bien le sûr, fait que il faut ouvrir plus les... Chris, vous parlez de créer de nouveaux rituels, hein. Vous parliez de l'Église tout à l'heure. Moi, je vois le... Bon, pourquoi, je ne dis pas que c'est l'unique endroit, mais je me sens très bien dans le nouveau Grand Palais qui va ouvrir en 2025, qui représente cette culture dilatée, où les gens peuvent se décider, ou bien ils vont visiter un événement comme la FIAC, ils vont voir une exposition, ils vont entendre une conférence, ils vont au Palais de la Découverte. Et là, j'aime bien donc réfléchir sur la programmation de cette belle bête. Et là, je cite Édouard Philippe quand il a visité le Grand Palais. C'est une belle bête. Oui. Et je pense que cette belle bête a quand même, depuis le début, depuis 1900, une expérience incroyable sur le niveau de cette culture dilatée. Parce que comment ça se fait qu'il y a quand même 60 000 visiteurs en 3-4 jours pour la FIAC, ou bien 28 ou 30 000 visiteurs pour Paris Photo. Eh bien, ces gens-là, ils sont là parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent considérer le Paris Photo comme une université de la photo ou bien comme un marché. Et ces gens-là, j'aimerais bien les séduire pour aller aussi dans le Palais de la Découverte, pour assister dans les nouveaux galeries à des expositions, et tout ça dans cette optique de longue durée. Pardon, Chris, mais l'offre... Donc, imaginez des nouveaux rituels. Et pour moi, la culture dilatée, c'est un rituel qu'il faut explorer, qu'on doit continuer à explorer. Et nous allons traiter, comme la Villette le fait déjà, hein, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin. On va traiter donc le nouveau Grand Palais, qui est énorme, 70 000 m², comme un campus, comme un quartier. Ensemble, et ça c'est un point de vue d'urbanisme avec le Petit Palais, on va piétoniser l'avenue Winston Churchill et puis on va travailler évidemment... Totalement. À terme, oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. Et on va travailler avec le plan urbanistique de Roland Descartes du Louvre parce que
qu'elle aimerait bien travailler sur le plan de rue de Rivoli avec le nouveau Fondation Comme l'île des Cartier. musées en Allemagne, en fait. Oui, un peu C'est ça. le modèle. Oui, ouais. un peu Donc ça. faire des quartiers de musées. Donc quoi. un quartier de musée, mais pas uniquement musée, parce que moi je suis tout à fait content qu'il faut échapper à cette piège de Museum Mild. Donc c'est pour cela qu'il faut quand même bien réfléchir avec la Samaritaine, avec des restaurants, avec des gens qui habitent dans le quartier. Donc ça ne va pas devenir une monoculture, mais donc cette idée d'imaginer une nouvelle forme d'infrastructure culturelle pour des nouveaux rituels, c'est aussi une question d'urbanisme. Et ce qui se passe à Toulouse, là, il y a déjà des idées là-dessus. Hier, je suis passé donc de Capitole chez vous, j'ai vu ce qui se passe autour de la Grafe, j'ai entendu des projets de résidence. Donc c'est aussi une question d'urbanisme. Il faut être ambitieux. Et là, la Villette, c'est un prototype. Voilà. Oui, tout à fait. Enfin, c'est vraiment l'esprit qui a présidé à la création de ce parc. Une espèce d'utopie. Hein. D'ailleurs, c'était écrit comme ça dans l'appel à projet. Il citait l'abbaye de Thélème, on en parlait hier soir. Oui, l'abbaye de Thélème, vous citiez Rabelais. Voilà. Fais ce que doit. C'est pas moi. Voilà. C'est les gens qui ont rédigé l'appel à projet pour la conception du parc de la Villette, qui a été remporté par Bernard Tchoumi. Donc l'idée d'un grand parc culturel à la frontière du nord-est parisien, ouvert, mais vraiment poreux, c'est-à-dire que c'est un parc qu'on ne peut pas fermer, il n'y a pas de barrière, et qui concentre effectivement des offres culturelles pluridisciplinaires, ouvertes, et qu'on a tâché d'ailleurs d'ouvrir encore plus. Vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a eu cette initiative au moment où, à la fin du confinement, les salles de spectacle n'étaient pas encore ouvertes, de proposer au public du parc, qui n'est pas forcément celui qui achète un billet de spectacle à la Villette ou à la Philharmonie, de pouvoir accéder au moment de création des compagnies. C'est-à-dire les compagnies répétaient dans les salles et le public pouvait déambuler dans les salles, trottinette à la main, poussette sous le bras, enfin vraiment dans leur balade dans le parc. Mettre une perméabilité finalement entre le public et la création. Et la création, un accès direct. Il ne faut pas oublier les nouveaux outils comme gaming. Hein. Là, il faut investir aussi dans des nouveaux outils comme ça. Il ne faut pas du tout sous-estimer les possibilités ou bien sous-estimer les instruments qu'on n'a pas encore découverts. Et là, de nouveau, le NFT, ça n'a rien à voir avec ça. Il nous reste 3 minutes 30. Question importante, mais j'aimerais que vous y répondiez. Pendant cette pandémie, on a entendu parler de décroissance sur les grandes expositions. Il faut arrêter de faire des expos blockbusters avec des œuvres transportées du bout du monde parce que le bilan carbone n'est pas bon, que ça coûte cher, que c'est fini les grandes expos blockbusters. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une décroissance muséale ou pas ? C'est un vrai problème. D'ailleurs, Laura et moi, ensemble, la Villette et la RMN, on est confrontés avec un problème pareil. C'est que pendant la pandémie, on n'a pas eu assez de temps pour s'interroger sur la complexité et aussi les coûts de transporter des machines difficiles de Gentilly, et les coûts de transport sont devenus de plus en plus chers. Donc, évidemment, on doit faire les expositions d'une autre façon. Et là, c'est intéressant de lire la presse, pas uniquement spécialisée, qui compare l'exposition qui, par exemple, mais vous n'avez pas encore fait, il faut le faire, ce n'est pas encore trop tard. L'exposition, comparer l'exposition de Goya au Palais de Beaux-Arts à Lille, qui est une exposition avec des nouveaux outils, le cinéma, la digitalisation, avec cette exposition Goya aux fondations Bayerle à Bâle. Il y a quelques journaux, quelques collègues concurrents à vous qui l'ont fait, mais c'est aussi à vous de faire le travail, n'est-ce pas ? Ce n'est pas uniquement à nous. Donc on va vers de la décroissance quand même, ou du local. Oui. Ah oui. Et là, j'ai pu parler avec des collègues du MoMA à New York, Metropolitan Museum, Stedelijk Museum. Tout le monde se rend compte qu'il faut faire quelque chose d'ailleurs. Quand j'étais directeur du musée Boijmans van Deuning à Rotterdam, avec une énorme collection de Magritte, j'avais chaque année 67 demandes de prêts pour nos Magritte. Et je me demande, mais pourquoi ? Et puis les collègues m'ont dit, écoute, nous aussi, on aimerait bien gagner un peu d'argent en exposant Magritte. Et puis j'ai organisé un tombola, j'ai mis toutes les demandes de prêts dans un chapeau et on a tiré un numéro. Voilà, vous avez gagné cette année une exposition de Magritte. Voilà. En même temps, Annabelle, on voit la programmation des Cognatries, par exemple, exposition superbement intéressante, mais beaucoup de patrons d'établissements disent que les gens vont aussi, et c'est pareil pour le théâtre ou l'opéra,
vers les gens connus, vers ce qu'ils connaissent. Magritte pour le musée, des humoristes ou des grandes stars de la chanson pour les concerts. Et ils disent on rame pour faire découvrir de nouveaux artistes. Donc ça, on n'y peut rien. Je dirais que sur la décognaterie, c'est presque un exemple extrême, puisque vous pouvez voir aussi bien Dubuffet qu'un artiste anonyme. Donc là, c'est un exemple où on peut avoir aussi bien quelqu'un qui a créé une œuvre d'art dans un camp, quelqu'un quand on a très peu d'informations documentaires, et la salle d'à côté des manuscrits de Paul Éluard. Donc, je pense qu'il y a cette réflexion à avoir aussi, quand on disait pour que les gens viennent, je pense qu'il y a aussi à avoir une réflexion sur qui on montre à l'intérieur du musée. Et je pense que cette question de l'élargissement de qui on montre à l'intérieur du musée, elle est importante. Elle est sûrement plus facile dans l'art vivant et dans l'art contemporain. Et on peut aussi regarder les choses différemment, comme on le fait avec la Dame à la licorne, comme une œuvre d'art contemporain. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Mais je pense aussi que cette question de la circulation, des blockbusters, etc., elle ne doit pas non plus s'appuyer pour dire qu'on doit se refermer uniquement sur des œuvres locales. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre de circulation qui nous permet de découvrir la culture des autres, tout en soutenant ceux qui sont autour de nous. Et cette question de l'équilibre, il ne faut pas que ce débat sur la circulation fasse qu'on aille vers se recroqueviller uniquement sur nous. Merci beaucoup Annabelle Ténez, Laura Chobard et Chris Dercon. Donc on voit la culture victime du confinement, mais en tout cas elle bouge encore et elle bouge bien et elle n'a pas fini de faire entendre sa voix. C'est à vous, Boris. C'est à moi, on est frustrés, Christophe, on va entendre les applaudissements parce qu'il y a eu beaucoup de réactions sur cette table. Vous allez voir qu'elle a été très appréciée. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour une autre thématique furieusement d'actualité. Tout le monde est écolo, personne n'est écolo. À tout de suite.